Allez, on va démarrer. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence et au salon SME également. J'espère que vous êtes en forme, de bon matin, un lundi matin. Vous êtes courageux, courageuse, bravo. Donc, comme je le disais, on va parler de personal branding. Évidemment, je ne peux pas commencer cette conférence sans me présenter, évidemment. Donc, je m'appelle Marie Beauchesne. Ça fait une dizaine d'années que je travaille à l'intersection de la communication et du conseil. Aujourd'hui, je suis la dirigeante d'un cabinet de conseil qui s'appelle Sens Futur. On fait du conseil en transformation organisationnelle et humaine. On flirte aussi beaucoup avec le monde, évidemment, de la communication, du leadership, de la formation. Et c'est vraiment une thématique sur laquelle je travaille depuis une dizaine d'années en étant partie de la communication, on va dire tout court, la communication pour les marques. Et au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans la communication personnelle, donc l'accompagnement des managers, l'accompagnement des dirigeants, accompagnement aussi des entrepreneurs qui souhaitent mettre en avant leurs services. Pourquoi j'ai fait ce switch? Tout simplement parce que si j'ai toujours été communicante, déjà, j'ai compris deux choses. La première, c'est que j'aimais bien communiquer. J'étais plutôt à l'aise pour communiquer. Mais il y a une différence fondamentale entre communiquer tout court et communiquer sur soi. Et parfois, c'est pas forcément évident d'apprendre à se mettre en avant. Deuxième chose, c'est que ça avait beaucoup plus de sens pour moi d'accompagner des individus et non plus des marques. Et donc c'est pour ça qu'en 2017, j'ai créé un programme qui s'appelle Brand Me Baby, qui est un programme de marketing de soi pour apprendre justement à valoriser ses expériences, ses compétences. C'est un programme qui aujourd'hui est intégré à mon cabinet de conseil, qu'on déploie chez nos clients en interne, donc dans une optique de développement de la marque employeur, développement du leadership, développement aussi du rayonnement de certaines fonctions en interne, programme ambassadeur, etc. C'est vraiment des thématiques sur lesquelles aujourd'hui je vais partager mon expérience, évidemment en tant que formatrice, mais aussi mon expérience personnelle. Donc c'est une conférence aujourd'hui qui est dédiée aux freelances. Donc moi j'ai 10 ans d'expérience professionnelle, dont 8 ans en tant qu'indépendante. Ma première auto-entreprise, je l'ai créée quand j'étais encore étudiante en 2011. Et après, j'ai été freelance à plusieurs reprises, pendant 3-4 ans, récemment encore, avant de rencontrer mon associé et de monter Sens Futur. Et aujourd'hui, on fait travailler tous les ans une vingtaine de freelances également. Donc je vois aussi de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler avec, qu'est-ce qui fait qu'on a envie aussi de proposer ces profils à nos clients ou pas. Donc pendant cette conférence, je vais vous partager mon expérience sur l'ensemble des méthodes que j'ai pu acquérir en tant que publicitaire d'abord et aussi en tant que chef d'entreprise par la suite. Alors, le point fondamental quand même à avoir en tête, et c'est ce qui va vraiment guider la conférence d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez développer votre marque personnelle sans y passer, ou plutôt sans y perdre tout votre temps. Parce que quand vous êtes freelance, je sais à quel point, en fait, être freelance, c'est bien plus qu'un métier en un. Être indépendant, c'est bien plus qu'un métier. Vous devez faire évidemment tout ce qui touche à votre comptabilité, le juridique. Si vous êtes dirigeant de TPE, vous rajoutez en plus de ça le management. Bref, vous avez beaucoup de casquettes. Et donc l'idée, c'est que la communication ne soit pas un job en plus de votre job qui est le vôtre. Donc aujourd'hui, l'une des expériences aussi qui m'a amenée à partager, c'est que je n'ai jamais, dans toutes mes années d'indépendante et de chef d'entreprise, je n'ai jamais eu besoin de faire de prospection. Et en fait, il faut vraiment avoir en tête que la communication personnelle, le personal branding, c'est vraiment très lié avec la notion de vente, avec la notion de prospection, et voire même ça peut la remplacer si vous avez une bonne communication. En fait, les gens peuvent venir à vous plutôt que vous ayez besoin d'aller vers eux, d'aller les chercher. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si vous aimez pas trop, comme moi, la prospection commerciale, c'est aussi un avantage. Donc aujourd'hui, comme je le disais, 5 règles d'or pour mieux se vendre en tant que freelance. La première règle d'or, c'est déjà de définir votre marque de fabrique et votre proposition de valeur. Alors évidemment, ça peut sembler évident comme ça, mais en fait, ça vaut vraiment le coup qu'on s'y penche sérieusement, parce qu'un bon personal branding, pour avoir un bon personal branding, eh bien, comme son nom l'indique, il faut déjà savoir de quoi est faite votre marque. Qu'est-ce qui se cache derrière ? L'autre avantage aussi de définir votre marque de fabrique, c'est justement avoir ce petit truc en plus. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes freelance, vous allez vendre des produits et services. Ok, jusqu'ici tout va bien, beaucoup de gens le font. Mais quitte à être à votre compte, c'est très intéressant de ne pas être uniquement un produit, mais d'être une marque. Je m'explique. Quand vous allez chercher un canapé, vous avez besoin d'un canapé chez vous. Bon, très bien. Donc, s'offre à vous une offre assez pléthorique de canapés. Maintenant, peut-être que vous avez envie
d'un canapé qui vient de chez Made, de chez Roche-Beaubois, un certain type de canapé qui vient d'AMPM, je ne sais pas. Et donc là, vous rentrez dans la logique qui n'est plus uniquement celle du produit, mais je veux ce produit. Et donc tout l'enjeu ici, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas uniquement sur le marché des consultants en organisation, sur le marché des graphistes freelance, mais la personne avec qui on a envie de travailler. Parce que votre manière de travailler, parce que votre style, parce que votre approche, parce que votre méthodologie, parce que votre personnalité est la personnalité, la méthodo avec qui on a envie de travailler. Et donc, identifier ça, c'est vraiment l'un des points fondamentaux d'un bon personal branding. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, oui, ok, très bien. Maintenant, comment on fait ? Prenons les fondamentaux. Les fondamentaux, alors je sais que dans la salle, il y a des personnes qui travaillent sur les plateformes de marque. L'idée ici n'est pas de faire une plateforme de marque hyper longue, hyper compliquée. Pour en avoir fait pas mal quand j'étais côté agence vraiment communicante, voilà, ça peut être des documents qui sont très lourds, qui prennent beaucoup de temps. Déjà, concentrez-vous sur les fondamentaux. Ça a l'air simple, ça l'est pas forcément. En fait, répondre à ces 4 questions va vraiment vous aider à définir votre positionnement et votre offre de valeur. Si vous savez répondre aux 4 questions clés, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais, franchement, vous avez presque tout gagné. Donc, qui vous êtes, c'est concrètement quel est votre métier, quel est le type, en fait, comment vous vous identifiez, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites ? C'est assez simple. C'est quel type de produits et services vous vendez. Donc jusqu'ici, qui, quoi, ok. On est plutôt dans le domaine de quel produit vous êtes, quel produit vous vendez. Maintenant, quand vous rajoutez les 2 composantes, qui sont le pourquoi et le comment, là, vous commencez vraiment à rentrer dans le monde de la différenciation. Parce qu'il y a plein, comme je le disais, il y a plein de consultants en organisation. Mais est-ce qu'ils vont avoir la même méthode que vous ? Est-ce qu'ils vont avoir la même personnalité que vous ? Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes drivers, les mêmes motivations que vous ? Et donc, c'est aussi ce qui fait que on est des êtres humains. On a aussi envie de travailler avec des gens avec qui ça va être sympa de travailler, avec qui on se reconnaît, avec qui il y a des points communs. Donc, vraiment identifier ces choses-là. Si je vous donne 2 exemples. Premier exemple, l'exemple de peut-être un coach en leadership et management. Donc, ce coach va proposer des services d'accompagnement à la prise de poste de primo-dirigeants. Alors, vous voyez déjà que dans le type d'accompagnement, c'est beaucoup plus précis. Même si ce coach-là, peut-être, fait du coaching sur des thématiques plus larges, je vous encourage quand même à essayer de définir le type d'offre, le type de service que vous préférez mettre en avant. Parce que plus ça sera clair pour vous, plus ça sera clair aussi pour vos clients, et plus vous allez attirer les clients qui vous intéressent. Et ça, c'est aussi tout l'objectif. Pourquoi vous le faites ? Peut-être que c'est une question d'aider chaque dirigeant, chaque dirigeante à attaquer, à assumer sereinement. Peut-être que c'est une question de gestion du stress, peut-être que c'est une question de décharger les personnes de la responsabilité sur leurs épaules, de les aider à mieux assumer cette responsabilité. C'est un exemple fictif. Et le comment, peut-être que c'est, cette personne, elle prône une approche sur mesure qui repose principalement sur la psychologie positive et le renforcement positif. Et là encore, vous allez voir que dans le monde du coaching, il y a des coachs qui vont être estampillés avec telle ou telle méthode. C'est un autre point de différenciation. Vous, si vous n'avez pas envie d'être justement catalogué, certifié, ceci, cela, c'est important de le mettre en avant et d'être clair là-dessus. Deuxième exemple, peut-être que vous êtes UX et UI designer et que vous proposez des services de création de plateformes, d'applications mobiles, de sites web pour start-up engagées. Là, vous voyez aussi, pareil, que j'ai pas mal cadré en fait le périmètre de l'offre. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire une application mobile pour une PME qui n'est pas particulièrement engagée. Évidemment qu'il y a aussi une logique commerciale, mais encore une fois, vous mettez en avant ce que vous avez envie d'attirer vers vous. Donc les clients qui se reconnaissent là-dedans vont aussi venir vers vous sur ces thématiques. Pourquoi vous le faites ? Peut-être que c'est une question, quelque chose qui vous porte, de créer l'innovation, de participer finalement à la création du monde de demain à travers cette création graphique, design. Et comment vous le faites ? Peut-être que vous avez aussi fait une formation de design thinking qui s'ajoute à votre parcours, à votre formation de web design, de graphiste. Et ça, c'est un élément de différenciation que vous allez mettre en avant. Vous remarquez qu'ici, alors c'est une personne que vous connaissez pas, c'est une personne d'ailleurs qui n'existe pas, c'est un exemple fictif, on va dire inspiré de faits réels. Quand vous voyez quelque chose comme ça, vous dites probablement, oui, c'est super simple. Là où ça devient compliqué, c'est que quand vous faites ça sur vous-même,
vous avez tendance, et c'est ce que je vois régulièrement, à vouloir tout mettre. Parce que vous n'avez pas ce même recul. Donc, essayez vraiment de vous forcer à, si vous ne deviez choisir que 1-2 phrases pour définir cette proposition de valeur, qu'est-ce que ça serait? Si vous deviez faire un choix. En fait, le positionnement, ça commence par un renoncement, quelque part. C'est faire le choix de ce qu'on veut véhiculer, ce qu'on ne veut pas véhiculer. Et pour aller plus loin, vraiment la démarche d'identification de cette plateforme de marque simple, elle repose beaucoup sur l'introspection et l'extrospection. Alors l'extrospection, c'est la même chose que l'introspection, sauf qu'on ne se base pas sur son ressenti, on se base sur ce que les autres pensent de nous. Et selon ce principe-là, en fait, l'écrasante majorité des gens ont une mauvaise connaissance d'elles-mêmes, parce qu'on peut avoir une très bonne connaissance de soi basée sur l'introspection, mais ne pas être très conscient de ce que les autres pensent de nous, ou à contrario, être très vigilant, très conscient de ce que les autres pensent de nous, mais ne pas être forcément très en lien avec ses propres forces, avec son ressenti intérieur. Donc c'est intéressant vraiment de s'appuyer sur les deux. Donc pour bien construire votre positionnement, vous allez essayer d'identifier quelles sont mes forces, quelle est votre marque de fabrique. Vous allez ensuite également essayer de vous poser la question, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? C'est une question qui semble simple, mais encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous voulez qu'on retienne de vous, ça sera plus difficile de vous vendre. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Ça peut être 2-3 adjectifs, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Et ensuite, vous allez regarder qu'est-ce que les autres aujourd'hui perçoivent, retiennent de moi. Et tout l'objectif de votre personal branding, ça va être d'aligner les trois. D'aligner qui vous êtes avec ce que vous voulez qu'on retienne de vous et ce que les autres retiennent réellement de vous. Si vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné. Deuxième règle d'or pour un bon personal branding, c'est d'avoir une vitrine de vente. Donc ça, c'est vraiment une base de marketing. Vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement un logo hyper joli, 10 000 followers sur LinkedIn, sur Instagram, que sais-je. Vous n'avez pas besoin de passer à la télé. Par contre, vous avez impérativement besoin d'une vitrine qui véhicule ce que vous pouvez proposer comme produits et services. Donc une vitrine, la vitrine idéale, elle va dépendre un petit peu finalement de votre situation, de votre métier, de votre objectif. Donc, une vitrine, ça peut très bien être un site personnel. Ça peut très bien être une vitrine sur une page profil, sur un site spécialisé. Par exemple, Malte. Je pense que tout le monde connaît Malte ici. Oui, à peu près. Ok, donc Malte, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous enregistrer si vous êtes freelance. Alors, ça marche pas pour tous les métiers, mais ça marche quand même pour beaucoup. Si vous êtes par exemple designer, si vous êtes traducteur, si vous êtes consultant indépendant, vous pouvez vous mettre sur Malte, créer un profil, mettre vos réalisations. Ça, c'est une vitrine de vente aussi. Une autre vitrine traditionnelle, bon évidemment, c'est le CV. Idéalement, la vitrine de vente permet de vous découvrir. À grand minima, elle véhicule ce que vous proposez. Donc le CV, il ne permet pas de vous découvrir parce que par définition, il n'est pas visible sur Internet ou là où sont vos clients potentiels. Ça nécessite que vous l'envoyiez. Donc c'est une vitrine un peu plus traditionnelle qui ne va pas avoir cet avantage. Pour autant, parfois, c'est quand même utile. Ça peut être aussi, à la place du CV, une simple slide, un template PowerPoint, quelque chose sur lequel vous résumez en 1 ou 2 diapositives quel est votre profil, quel est votre bio, quels sont vos produits et services. Ça peut être aussi évidemment une vitrine sur Instagram, sur LinkedIn. D'une manière générale, quelques questions à vous poser. Ça semble évident, mais ça va mieux en le disant, parce que j'ai vu pas mal de personnes se prendre la tête sur « Ah, mais il faut que je fasse un site personnel, etc. » Bon, déjà, commençons par vous dire quelle est votre situation. Si vous avez un métier créatif, j'ai eu un cas comme ça assez récemment, quelqu'un qui me disait « Ah tiens, j'ai le fils d'une amie qui cherche ses premiers clients en tant que graphiste. Est-ce que je peux te faire passer son CV parce qu'il a du mal à trouver ses premiers clients ?» Première réaction, c'était quand même, si on est sur un profil créatif, un CV, ça sert pas à grand-chose. Bon, pourquoi pas, hein, c'est jamais complètement inutile, mais par définition, si vous vendez du graphisme, on va avoir envie de voir ce que vous êtes capable de faire. Donc, il va falloir avoir un minima, un portfolio. Donc ça peut être un jeu de slide, quelque chose de pas forcément très long, très compliqué. Voir, si vous avez un peu de temps et les compétences, un site personnel, un site web. Ça peut être aussi une vitrine que vous mettez sur Instagram, sur Pinterest, sur des réseaux sociaux qui sont plutôt axés sur le visuel. D'une manière générale, il va falloir que vous ayez ce type de vitrine. Si vous êtes à la recherche de vos tout premiers clients, peut-être que c'est pertinent pour vous de commencer justement par vous mettre sur une, voire plusieurs plateformes qui référencent des consultants indépendants, qui référencent des traducteurs indépendants, peu importe votre métier. Il y a tout un tas de plateformes spécialisées qui peuvent exister, qui vous permettent de vous donner une forme de visibilité vis-à-vis de votre public cible.
Évidemment, c'est intéressant aussi d'avoir un profil LinkedIn à jour. Et enfin, un CV que vous allez aussi pouvoir envoyer à vos clients potentiels. Si vous avez déjà pas mal de clients, j'ai rencontré ce cas de figure aussi sur des personnes qui sont à leur compte depuis longtemps. J'ai plein de clients, l'argent c'est plus un problème. Par contre, j'ai pas toujours les clients que je voudrais avoir. Comment est-ce que je fais pour que dans mon travail d'indépendant, j'ai de meilleurs clients, je sois payé plus cher ou j'ai un meilleur impact? Voilà, j'ai dépassé le stade de j'ai des clients, ça c'est bon, check. Maintenant, comment je fais pour en avoir des meilleurs? Donc là, si vous avez des accomplissements, si vous avez une vision particulière de votre métier, c'est là où ça va être intéressant, peut-être, de vous dire, ok, c'est le moment de passer à l'étape supérieure, je me crée un site personnel, parce que vous avez la main là-dessus. Pourquoi je mets site personnel avant LinkedIn? Parce que LinkedIn, vous n'avez pas la main sur à quoi ça ressemble. Sur le site personnel, vous avez totalement la main sur ce qui ressort en premier. Donc gardez bien ça en tête aussi. Deuxième règle. Troisième règle maintenant, avoir une stratégie réseau. Je ne peux pas exprimer à quel point en fait cette règle est extrêmement importante quand vous voulez mieux vous vendre en tant qu'indépendant, parce que on a aussi tendance aujourd'hui à voir la partie réseau social, c'est la partie émergée de l'iceberg. Avant réseau social, il y avait réseau tout court, et c'est vraiment quelque chose qui marche toujours. D'ailleurs, que ça soit pour vous en tant qu'indépendant, mais même pour les personnes qui cherchent un travail, aujourd'hui on évalue à 80% des postes et 2/3 des missions qui sont trouvés par le biais du réseau. Donc vraiment, n'oubliez pas ce facteur-là. La partie émergée de l'iceberg sur vous avez un super joli logo, vous avez un super site web, vous avez des followers sur LinkedIn, vous postez sur Instagram, très bien. Le plus efficace, statistiquement, ça reste la démarche réseau. Alors quand on dit réseau, quand même, petite nuance, c'est pas n'importe quel réseau. C'est pas forcément votre réseau direct. En fait, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des liens faibles, qui explique que les opportunités professionnelles, en général, viennent de vos secondes connexions. D'ailleurs, LinkedIn reprend ce principe-là. Vous êtes connecté avec une personne directement et vous avez les personnes de seconde connexion. Bon, aujourd'hui, LinkedIn a tellement évolué qu'on est connecté avec des gens qu'on connaît à peine, donc c'est plus tout à fait pertinent. Mais d'une manière générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que votre conjoint, votre meilleur ami, en général, c'est pas lui ou elle qui va vous apporter les meilleures opportunités professionnelles, mais plutôt le pote de pote ou le collègue de collègue. Parce que c'est une personne qui va pouvoir vous recommander, donc votre ami, mais c'est pas directement lui qui va vous embaucher, vous proposer une mission. Donc ayez bien en tête cette notion-là et essayez de travailler cette stratégie en fait de développement de votre réseau de manière à vraiment avoir ce panier en fait de relations sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Si vous n'êtes pas forcément très networking, je comprends. Moi non plus, je déteste le networking. Je suis pas forcément hyper fan de ça. Pour autant, il y a plusieurs manières de faire du networking. En fait, il faut sortir de la vision selon laquelle faire du réseau, c'est écumer les soirées networking, les salons où on échange des cartes de visite. Pas forcément. Il y a plusieurs manières d'entretenir son réseau. Déjà, il y a effectivement entretenir et élargir. Et vous pouvez tout à fait entretenir votre réseau. Et en fait, de manière assez naturelle, vous allez justement être présenté à des amis d'amis, des collègues de collègues, etc. Et vous pouvez aussi avoir une approche plutôt désintéressée ou intéressée, transactionnelle ou désintéressée. Alors, transactionnel intéressé ne veut pas dire que vous vous comportez comme quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet et qui est un horrible personnage, pas du tout. Ça veut dire tout simplement que vous allez peut-être mettre en relation des personnes ou vous-même aller à des soirées networking ou entretenir votre réseau avec un objectif assez précis en tête. Si vous le faites de manière plutôt désintéressée, vous allez plutôt peut-être avoir un profil soit flâneur, soit animateur. Donc vous allez peut-être aimer animer une communauté, mettre des gens en relation également, rendre service aussi de cette manière-là. Flâneur plus axé sur la sérendipité, sur des rencontres qui vont se faire de manière un petit peu opportuniste. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une seule manière de faire du réseau. Il y en a plusieurs, mais c'est hyper important de l'avoir en tête parce que vos opportunités professionnelles, d'une manière générale, elles vont plutôt venir de là et c'est tout à fait normal parce qu'on a un biais de proximité, à savoir plus on a un lien direct, mis à part votre épouse, conjoint, etc., qui est trop direct, mais plus il y a un lien de proximité, plus on va avoir confiance. C'est logique. Si je cherche un freelance pour une mission, je vais d'abord demander à mon réseau, est-ce que tu connais quelqu'un de confiance? Est-ce que tu connais quelqu'un de compétent? Donc si vous êtes recommandé, forcément, vous allez passer devant tout le monde. Vraiment, si on n'a pas trouvé, on va se dire, bon, ok, on va aller sur Malte, mais bon, on ne sait pas sur qui on va tomber.
Parce que même si vous mettez en avant vos accomplissements, vos projets, etc., eh ben on n'a pas forcément ce lien de confiance qu'on a quand vous allez être recommandé par une tierce personne. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect relationnel. 4e règle d'or, c'est de développer votre visibilité auprès des bonnes personnes. Et j'insiste sur bonnes personnes parce que quand vous voulez mieux vous vendre en tant que freelance, l'objectif, c'est pas forcément d'être visible pour être visible. La visibilité à tout prix, bon, c'est intéressant pour les likes, pour l'ego, pourquoi pas. Mais ce qui va vraiment compter pour vous, si vous voulez développer votre activité, avoir plus de clients, avoir de meilleurs clients, c'est d'être visible des bonnes personnes. En particulier lorsque vous vendez des services en B2B. J'ai l'impression que c'est la majorité d'entre vous dans la salle. Si certains vendent des services en B2C, c'est différent, effectivement. C'est intéressant d'avoir une visibilité relativement forte vis-à-vis de votre audience d'une manière générale. Maintenant, si vous êtes en B2B, l'objectif est d'être visible des bonnes personnes. Pour être visible des bonnes personnes et pour bien développer votre visibilité, je vous encourage d'abord à vous baser sur vos forces et ce que vous aimez faire. Encore une fois, suivant la logique de vous avez une journée qui est déjà bien remplie avec le juridique, votre métier, délivré pour vos clients, etc. Donc vous n'allez pas trop vous en rajouter, sinon vous n'allez pas tenir le rythme. Donc vous allez commencer par identifier votre mode d'expression. Alors votre mode d'expression, là je vous donne un exemple. Voilà, c'est un radar des modes d'expression qui est là pour vous aider, non pas pour vous bloquer. Donc vraiment l'idée c'est de vous dire, est-ce que je suis une personne plutôt visuelle ? Est-ce que je suis à l'aise avec la partie graphique, design, etc. J'ai un sens du beau, je sais faire des choses visuellement jolies. Oui, non, pas trop, bon, à vous de voir. Est-ce que je suis à l'aise à l'oral ? Est-ce que je suis à l'aise pour prendre la parole devant des clients, en public ? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je me sens bien ? Pareil, oui, non, un peu, ça dépend. Est-ce que je suis à l'aise avec peut-être des moments, des prises de parole ou des moments où je dois m'exprimer de manière improvisée ? Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, ça dépend vraiment des personnes, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez un bon relationnel ? Est-ce que vous êtes à l'aise, donc la dimension incarnée, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait qu'on vous voit vous ? Donc, incarné, ça vient de la chair, littéralement. Par exemple, vous pouvez être très à l'aise avec la dimension visuelle. Donc, vous avez un bon sens esthétique, vous savez faire de jolies choses, mais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait qu'on vous prenne en photo, en vidéo, etc. Certaines personnes sont très à l'aise avec cette dimension, aucun problème pour faire des lives, des vidéos, mais n'ont absolument aucun sens esthétique. Donc c'est pas forcément la même chose, je précise. La dimension écrite, bon, c'est assez parlant, est-ce que vous savez plus ou moins bien écrire ? La notion de ponctualité et de régularité, ça c'est une dimension intéressante aussi pour vous, pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir développer une stratégie de communication. Je m'explique. Quand j'ai écrit mon livre, là, je me disais, j'avais pas encore cette dimension-là, je l'utilisais pas, et j'ai fait un entretien avec un journaliste qui écrit des newsletters tous les jours, qui publie sur LinkedIn quasiment tous les jours. Et il me disait, ah là là, c'est incroyable, je suis hyper admiratif, franchement, écrire un livre, c'est hyper dur. Et moi, je me disais, ah non, mais moi, je suis hyper admiratif, franchement, écrire un newsletter tous les jours, écrire sur LinkedIn tous les jours, je pourrais pas du tout faire ça. Bref, tout ça pour dire qu'on en a discuté, j'ai rajouté cette dimension. C'est vraiment important aussi pour vous de savoir si vous êtes à l'aise avec le fait ou pas d'être dans la régularité, dans l'habitude. Est-ce que vous êtes adepte des morning routines, ça vous aide énormément, ou est-ce que vous vivez ça comme un supplice ? Donc chacun ses forces, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui sera le plus confortable pour vous. Donc là, vous allez identifier votre zone de confort. L'idée n'est pas d'en sortir, mais de l'élargir. Donc vous appuyez sur ce sur quoi vous êtes à l'aise, et ensuite, progressivement, vous allez pouvoir élargir. Une fois que vous avez identifié ce avec quoi vous êtes à l'aise, assez facilement, peut-être ça va vous donner des idées. Donc là, vous allez vous dire, bon, moi, je suis plutôt à l'aise avec les régularités, bon, le relationnel, pourquoi pas, franchement, j'écris bien, j'aime bien préparer les choses, et je travaille mieux de manière indépendante. Par contre, le côté relationnel, bon, je peux le faire, mais c'est pas forcément mon point de force principal. Et donc là, peut-être que cette personne, encore une fois, zone fictive, va se dire, pour moi, ça fait sens de me dire que je vais poster sur LinkedIn régulièrement, peut-être toutes les semaines, peut-être tous les jours. Peut-être que c'est intéressant de commencer à écrire une newsletter que je vais envoyer à mes clients. Peut-être une newsletter de veille qui va pouvoir me donner une visibilité dans mon secteur. Peut-être que c'est intéressant d'écrire un article de blog, de contribuer à une tribune, peut-être même de rédiger un livre blanc, et pourquoi pas un livre tout court. Donc en fonction de ce que vous allez trouver, et en fonction de vos forces,
vous allez ensuite confronter avec les canaux ou les modes d'expression. Et là, je vous mets des exemples visibles qui sont donc de l'ordre du digital, mais encore une fois, qui peuvent être totalement de l'ordre du relationnel. Typiquement, ça serait rejoindre un club ou un membership quelque part. Donc ça, c'est si vous avez un point de force sur le relationnel, la régularité, peut-être que c'est intéressant pour vous de rejoindre une association professionnelle, quelque chose comme ça. Peut-être qu'à contrario, c'est intéressant de vous dire, tiens, en fait, pour moi, c'est vraiment Instagram qui est pertinent. Mais vous allez vraiment regarder ça dans un second temps, parce que d'abord, vous vous dites qu'est-ce que moi je sais bien faire, avec quoi je suis à l'aise, et ensuite, comment est-ce que je peux utiliser ça pour me rendre visible des bonnes personnes. Si aucun de vos clients est sur Pinterest, forcément, peut-être que vous allez vous poser des questions, même si vous êtes super visuel, vous allez vous dire, ok, je vais m'appuyer sur la dimension visuelle, mais je vais plutôt faire des carousels sur LinkedIn, ou je vais plutôt envoyer des newsletters qui seront plutôt basés sur des infographies avec très peu de texte. Voilà. Donc vous allez vraiment confronter avec quoi je suis à l'aise, où est-ce que se trouvent mes clients cibles, et donc qu'est-ce qui fait sens en termes de canal d'expression. Allez, toute dernière dimension maintenant, toute dernière règle d'or, c'est de travailler la première impression. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on dit, et à juste titre, que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. En fait, il se passe quelque chose d'assez basique, c'est malheureux pour nous, mais notre cerveau a tendance à encore fonctionner comme si on était à l'époque préhistorique. Donc aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, 90% en fait, de vos impressions peuvent s'expliquer par uniquement 2 facteurs. Vous allez vous dire, est-ce que cette personne a l'air sympa et est-ce qu'elle a l'air compétente ? Et comme notre cerveau aime bien fonctionner de manière binaire, d'une manière générale, il va mettre dans une case ou dans l'autre, à savoir, vous avez l'air soit compétent, soit sympathique, rarement les 2. Alors, c'est possible, mais ça demande justement un petit peu de travail sur soi et sur sa marque personnelle, donc de travailler qu'est-ce qu'on va retenir de vous. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de vous ? La première impression, en général, elle va se baser sur des mots et sur l'image. Parce que on se fait une image assez automatique en fait de la personne qui se trouve en face de nous, que ça soit sur une première impression digitale ou une première impression lorsque vous allez parler. Un cas standard sur lequel vous allez potentiellement rencontrer un prospect potentiel ou vos clients, ça va être lorsque vous allez vous présenter. Donc ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un rendez-vous physique, et vous allez expliquer tout simplement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et là la personne va se dire « Ah tiens, je vois une opportunité » ou pas. Donc travailler sur votre pitch personnel, c'est vraiment un des éléments fondamentaux qui va vous aider à mieux vous vendre. Normalement, si vous avez fait déjà l'exercice de plateforme de marque, donc vous avez des éléments qui vont vous aider. Donc vous savez comment est-ce que vous voulez vous présenter, donc vous savez qui vous êtes, vous savez qu'est-ce que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Et donc ça, vous allez le structurer dans une structure en entonnoir à 5 étapes. Pourquoi en entonnoir ? Parce que dites-vous bien, la première information est la plus importante. Si vous étiez coupé juste après cette phrase, il faut que cette phrase soit la plus importante. C'est aussi ce qui va permettre à l'interlocuteur en face d'accrocher. Si vous dites « Ah ouais, super intéressant, j'ai envie de continuer », ou s'il se dit « Oh là là, je sais pas dans quoi on est en train de partir, ça va être hyper long », et il va commencer à faire autre chose dans sa tête en même temps, ou alors il va vraiment essayer de vous suivre, mais il va devoir raccrocher les wagons en même temps que vous lui racontez votre histoire, votre parcours, votre offre, etc. Donc vraiment commencer par quelque chose de relativement simple, c'est qui êtes-vous, votre identité. Et ça, c'est quelque chose qui doit être compris en une phrase. En une phrase, ça peut être je suis coach pour dirigeants, j'ai une double casquette d'ex-directeur marketing. Ok, je comprends qui vous êtes. Très bien. Ensuite, vos activités. Donc vos activités, là, vous allez rentrer un petit peu plus dans le concret, dans le détail, dans le dur. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir. Concrètement, vous travaillez avec quel type de client ? Vos prestations, elles durent combien de temps ? Comment est-ce que ça se passe ? Donc là, vous allez pouvoir donner quand même un petit peu de matière. Sans être trop longuet non plus, vous allez voir en fonction de la situation. Et ensuite, vous allez donner vos motivations. Vos motivations, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et ça, c'est là où, en général, on va pouvoir aussi créer un lien beaucoup plus personnel, beaucoup plus humain. L'authenticité, en fait, de ce que vous faites, elle va souvent ressortir là également. Donc, qu'est-ce qui vous a amené là ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Pourquoi est-ce que dans votre métier, vous faites ça ? Pourquoi avec tel type de client ? Quelles sont vos motivations profondes ? Alors, vous n'avez pas besoin de partir dans une diatribe philosophique non plus, à chacun de voir, mais n'oubliez pas quand même de mettre du personnel aussi à travers vos motivations
pour que puisse se créer ce lien individuel et qu'on sorte justement de cette dimension produit et qu'on rentre dans la dimension marque. Une fois que vous avez explicité rapidement vos motivations, vous allez pouvoir aussi raconter d'autres éléments de votre parcours. Donc en gros, c'est et avant de faire ce que vous faisiez, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être pertinents? Donc des éléments de votre métier passé peut-être, ou des activités que vous faites de manière annexe. Donc ça, c'est aussi des éléments, on va dire, qui peuvent apporter un petit plus et qui apportent une coloration différente à votre profil. Parce que quelqu'un qui aujourd'hui exerce le métier de graphiste, mais qui avant était data analyst, et pas forcément, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Donc c'est aussi intéressant. Ou de la même manière, un coach qui a un parcours d'ex-dirigeant, c'est pas la même chose qu'un coach qui a été formé avec telle méthode certifiée, ceci, cela. Il n'y a pas forcément un qui est meilleur que l'autre, mais c'est intéressant de le dire. Dernièrement, ça c'est plus du bonus, c'est si vous avez des actualités à donner, un projet en particulier sur lequel vous travaillez, quelque chose qui va sortir, ou si vous voulez inviter votre interlocuteur en face justement à vous suivre sur les réseaux sociaux, aller voir votre site internet, regarder votre portfolio, vous suivre sur LinkedIn, etc., etc. Voilà, donc ça peut être un call to action, comme on dit en marketing, donc une invitation à l'action pour continuer en fait la relation avec vous. Donc ça c'est vraiment sur la partie première impression, basé sur les mots, sur comment vous allez vous présenter. Par ailleurs, si vous avez ça, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire donc votre vitrine. Si c'est une bio, une slide courte pour vous présenter, vous pouvez aussi très bien vous baser là-dessus. Nous, à chaque fois qu'on vend des profils de consultants, c'est quasiment que ça. C'est une bio, photo, petite description, c'est tout. Dernier élément, alors c'est un peu bonus, mais quand même, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que, comme je vous le disais, on travaille aujourd'hui, donc on est au XXIe siècle, mais notre cerveau il est encore un petit peu dans l'âge de pierre, et donc il se fait aussi une idée assez rapidement sur l'image en fait qu'on renvoie. Et donc intéressez-vous aussi à votre photo. De plus en plus, on est sur un mode de travail en distanciel, en hybride, et donc la première impression, elle va aussi se jouer sur qu'est-ce que cette personne me renvoie. Et donc, comme je le disais, est-ce qu'elle a l'air compétente, est-ce qu'elle a l'air sympathique? Ça va aussi se jouer sur cette dimension. Donc, ne négligez pas votre photo de profil sur LinkedIn, qui évidemment doit être le plus professionnel possible. Donc, tout ce qui est photos de vacances, les fonds complètement blancs, les plages, tout ça, on oublie. Et une fois que vous avez votre photo, vous pouvez la tester. Donc ça, c'est du bonus, mais vous pouvez aussi demander à des personnes autour de vous de vous donner un feedback, mais vous pouvez aussi utiliser ce site qui s'appelle photofiller.com, tout simplement pour avoir des inconnus qui testent aussi votre photo et qui vous disent, toujours sur la base de ces critères, vous remarquez que ce sont les mêmes qui reviennent, donc est-ce que vous avez l'air compétent, est-ce que vous avez l'air sympa, et ils ont rajouté un critère qui est est-ce que j'ai l'air influent. Voilà. Donc sur la base de ça, vous allez aussi vous dire quelle image je renvoie, quelle image je projette. Première impression. Pour résumer, notamment pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, les 5 règles d'or à retenir pour mieux se vendre. Donc la première, c'est vraiment de prendre le temps de définir votre marque. Donc définir sa marque, c'est une démarche d'introspection et d'extrospection. Donc déjà, si vous répondez aux fondamentaux, si vous savez exprimer simplement qui, quoi, pourquoi, comment, vous avez déjà tout gagné. L'objectif de votre marque, ça va être d'aligner ce que vous êtes avec ce que vous voulez qu'on retienne de vous et ce qu'on retient réellement de vous. Premier point. Deuxième point, vous avez besoin d'une base marketing. Donc un support marketing hyper simple. Donc vous avez besoin d'une vitrine. Idéalement, une vitrine qu'on peut trouver de nous-mêmes. Donc si je suis votre client idéal, comment est-ce que je peux vous trouver? Et à minima, qui exprime quelles sont en fait vos offres. Donc une vitrine, ça peut être un site personnel, ça peut être un CV, ça peut être un profil sur Malte. Voilà, il y a plein de manières différentes d'avoir une vitrine, mais vous avez besoin d'un support qui va exprimer quelles sont vos offres. Troisièmement, n'oubliez pas de capitaliser sur votre réseau. 2/3 des missions pour les freelances aujourd'hui sont déclenchées par réseau uniquement. Donc, ayez une stratégie réseau. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le networking, vous pouvez entretenir votre réseau, vous pouvez élargir votre réseau, vous pouvez aller à des événements qui sont très cadrés, avec une démarche assez transactionnelle. Vous pouvez aussi vous reposer sur la sérendipité, mais ayez une démarche réseau. 4e règle d'or, c'est de développer votre visibilité, et j'insiste, auprès des bonnes personnes. Ça ne sert à rien d'être visible partout, il faut être visible des bonnes personnes, de vos clients. Donc visibilité auprès des bonnes personnes, vous allez vous baser sur vos forces, et vous allez ensuite confronter avec est-ce que c'est pertinent ou pas pour ma cible.
Par exemple, je suis à l'aise avec l'écrit, ok, je suis à l'aise avec le visuel, ok. Est-ce que ça serait pertinent pour mon client idéal d'être sur Pinterest? Est-ce que ça serait pertinent pour mon client idéal d'avoir une newsletter? Oui, non. Vous arbitrez en fonction de ça. 5e règle d'or, c'est de soigner la première impression, parce que la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc n'oubliez pas, la première impression, c'est les mots et les images. Donc on soigne sa photo de profil, parce qu'on est de plus en plus à distance et qu'on va renvoyer une image sympa, compétente, parce que oui, c'est possible, vis-à-vis de nos clients idéaux. Et vous avez les 5 règles d'or pour une bonne communication personnelle et pour mieux vous vendre en tant que freelance. Pour celles et ceux qui auraient besoin de partir dans peu de temps, je vous invite à me retrouver sur le stand d'Uno, donc c'est le stand E15, à partir de 10h15. Et pour celles et ceux qui peuvent rester, je vous invite à me poser toutes vos questions. Tout à l'heure, dans l'élévateur pitch, là, vous parlez là de 5 points et notamment présenter ses activités. Donc, on parlait de soi. Est-ce que ça n'aurait pas plus d'impact de parler du besoin des clients cibles avant et puis ensuite de faire un lien avec sa prestation? Alors, c'est une bonne question et en réalité, non. En fait, il y a même des études sur ce sujet. Quand vous êtes dans une démarche quelque part de prise de contact avec un client, en fait, vous allez quand même avoir, au début, besoin de vous présenter. Et c'est quelque chose qui est très souvent squeezé, parce qu'on n'aime pas trop se présenter, c'est inconfortable. Alors, surtout, je ne dis pas, vous en faites des tonnes, et ça dure une demi-heure. Hein. Cet elevator pitch-là, c'est 1 minute à 3 minutes, 5 si vraiment vous voulez passer du temps. Mais en fait, dites-vous bien, la personne en face de vous, elle a quand même besoin de savoir à qui elle a affaire. Et donc, si elle a quelques éléments clés, déjà, vous allez pouvoir la mettre en confiance ou pas, en fait. Et donc, une fois que vous êtes présenté, c'est vraiment... on parle de tour de table. Tiens, on se rencontre, j'ai été mis en relation par machin. Très bien, je me présente rapidement. Et après, vous allez rentrer dans cette logique, évidemment, où vous allez essayer de comprendre le besoin de votre client, vous allez creuser, vous rentrez dans cette logique-là. Mais il a quand même besoin de savoir, en fait, qui vous êtes. Il a quand même besoin d'avoir des points auxquels se raccrocher pour se dire « je ne suis pas en train de perdre 1 heure de mon temps, en fait ». Parce que quelqu'un qui me fait parler en entretien commercial et je ne sais pas du tout en face s'il peut y avoir un match ou pas, c'est également très, très agaçant. Donc, surtout, n'oubliez pas cette partie questionnement, bien sûr, mais prenez le temps de vous présenter. C'est malheureusement quelque chose qu'on élimine trop vite parce que ce n'est pas forcément très, très simple à faire, mais il faut le faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. Je reviens sur la 2e règle d'or, je pense que vous énonciez, à savoir construire sa marque. Quand on démarre et quand on tâtonne en fait un petit peu sur son projet et qu'on voit un peu le retour marché qu'on peut avoir, est-ce qu'il est opportun justement de tout de suite figer des choses en fait, voilà, vis-à-vis vraiment d'un positionnement de marque, vu qu'on n'a pas encore vraiment... Ouais, c'est une très bonne question. Non, effectivement, le but n'est pas de figer les choses. C'est pour ça que, effectivement, je vous invite à avoir une base de plateforme de marque. Hein. Ce n'est pas une plateforme de marque complète. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une plateforme de marque complète si vous êtes freelance. Mais en fait, cette base-là, faut bien avoir en tête le fait qu'une marque, c'est une identité en action qui vise à vous différencier et à créer un lien avec votre public. Donc, en action, ça veut dire qu'elle va évoluer. En fait, qui dit marque, dit pas gravé dans le marbre. Lacoste, aujourd'hui, c'est pas la même chose que Lacoste il y a 30 ans. Évidemment qu'il faut aussi évoluer en fonction de la société change, vos clients changent, etc. Maintenant, ça permet quand même de vous donner une structure. Et ce qui est intéressant, c'est que si votre offre, elle va être amenée à évoluer, vous partez pas de rien, parce que vous existez déjà. Et donc, votre personnalité, votre façon de faire, ça, elle existe. Donc, vous pouvez vous reposer là-dessus. Donc, c'est fondamentaux, le qui, quoi, pourquoi, comment. Peut-être que vous allez le faire évoluer, mais ça aide quand même d'avoir une première base. Et après, ne figez rien, effectivement. Dites-vous, voilà, j'ai répondu à ces 4 questions. Et tous les 6 mois, 1 an et demi, vous pouvez revenir dessus et vous dire, OK, est-ce que j'ai besoin d'actualiser ou pas ? C'est pas forcément quelque chose de très long. Et une fois que vous aurez le recul nécessaire dans votre activité, peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin.
mais de vous dire, OK, là, je peux passer à l'étape d'après. Et donc, comment est-ce que je formalise ça? Peut-être j'ai une ligne éditoriale parce que je veux commencer à créer des contenus. Peut-être que j'ai envie de décliner ça avec des supports graphiques parce que est venu pour moi le temps, justement, de me créer un site personnel, mettre en avant mes services différemment. Et donc là, vous allez cristalliser davantage. Donc, c'est plus engageant. Mais c'est pour ça que je dis souvent au début, quand vous vous lancez, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Juste ces 4 fondamentaux, ça vous aide quand même à présenter vos activités de la manière la plus claire possible. Et vous, être au clair aussi avec vous-même sur qu'est-ce que vous cherchez, et donc à attirer aussi les bons clients, en fait. Est-ce qu'il y a un élément marketing que vous jugeriez vraiment nécessaire, auquel on peut pas déroger, en fait, pour vraiment justement se rendre visible et commencer à... Vraiment la vitrine. C'est pour ça que c'est règle d'or numéro 2, c'est avoir une vitrine, vous ne pouvez pas déroger à ça. Donc quand vous vous lancez, vous ne pouvez pas ne pas avoir un support marketing qui explicite vos offres, vos services, qui vous êtes, et de préférence qui vous permet d'être découvrable en tant que tel. C'est pour ça que je disais, bon, le CV c'est bien, mais on ne peut pas vous trouver grâce à votre CV. Donc si vous êtes trouvable sur une plateforme spécialisée pour les freelances, si vous êtes trouvable via votre site internet personnel, si vous êtes trouvable via LinkedIn parce que votre profil, il est optimisé, il est mis à jour et c'est votre vitrine de vente également, ça c'est indispensable. Mais sinon, ça dépend de votre activité. Quelle est votre activité? Je suis dans l'accompagnement entrepreneurial et commercial. J'ai 2 casquettes. Donc... Ouais, LinkedIn. Mot-clé LinkedIn. Si vous pouvez avoir en plus un support marketing avec un jeu de diapositives qui explicite quel est votre positionnement, quelles sont vos offres, ça c'est très utile parce que vous pouvez l'envoyer aussi à vos prospects. C'est pour ça que quand vous avez fait cette démarche, en fait, vous allez pouvoir la synthétiser plus rapidement. Donc ça peut être 2 slides, ça peut être une slide qui je suis, photo, résumé de ma bio, pour prendre les bases de l'elevator pitch, et une deuxième slide avec voilà les activités, les services que je propose. Tout simplement. D'ailleurs, en général, plus il y en a, moins c'est clair. C'est ce qu'on remarque aussi. Donc, Pardon, juste une question complémentaire. Si vous êtes sur de la multi-activité ou des activités qui sont vraiment très différentes, mais pour autant elles s'adressent au monde industriel, vous voyez plus 2 présentations différentes, on va dire 2 identités différentes que vous scindez sur les réseaux, ou, comme vous disiez, une mais qui cumule un peu toutes les activités? Pour moi, si le client est la même, vous mettez tout ensemble. Parce que ça va se renforcer mutuellement. En fait, pour votre client, si vous êtes capable de faire 2 choses pour lui, potentiellement, ça ajoute de la valeur. Si vous me disiez, voilà, je fais de la cybersécurité et de la poterie, bon, effectivement, je dirais probablement, faites un compte Instagram d'un côté et un support marketing sur vos activités cyber de l'autre. Si c'est le même client, au contraire, ça va plutôt renforcer, en fait. C'est une erreur assez fréquente que je vois beaucoup chez les freelances ou même chez des gens qui cherchent un emploi, c'est de compartimenter à outrance. Alors qu'en fait, la capacité que vous avez de faire des choses différentes, cette capacité, justement, cette double casquette, elle est intéressante. Parce que si vous savez faire du marketing avec le background d'un data analyst, et tout de suite on se dit, tiens, c'est intéressant, ça va pas être du marketing fumeux, ça va être du marketing, je caricature un petit peu, mais en fait on est dans l'ordre de l'image que vous allez renvoyer, ça doit être assez automatique. Donc on se dit bien, oui, la proposition de valeur, en fait, elle est enrichie et non pas diminuée par le fait que vous sachiez faire ces 2 activités. D'ailleurs, même si vous faisiez de la poterie à côté de la cybersécurité, ça ne diminuerait pas forcément, en l'occurrence. C'est plus que vous le mettriez plutôt dans la partie elevator pitch en fin de présentation. C'est plus un plus qui vous rend sympathique. C'est et à côté de la cybersécurité, je vends des poteries artisanales sur Instagram. Voilà. Mine de rien, c'est quelque chose aussi que j'encourage à faire parce que c'est à travers les anecdotes qu'on se souvient de vous. Donc quand vous travaillez sur le comment, quand vous travaillez sur vos points de différenciation, ne mettez pas trop vite de côté des choses où vous dites « oui, mais ça n'a rien à voir ». En fait, c'est aussi ce genre de choses qui vont faire qu'on va se souvenir de vous. Vous remarquez qu'on se souvient souvent des personnes en disant « mais oui, tu sais, c'est la personne qui avait été à Dubaï et qui avait raté son avion en se faisant arrêter par les anecdotes qu'on raconte. » Ah, mais si, tu sais, c'est la personne qui avait la veste moutarde. Et on ne va pas forcément se souvenir de tous les éléments très factuels, très professionnels que vous allez mettre en avant. Mais si vous avez à côté des anecdotes, des points en fait, de différenciation,
on va se souvenir de vous et ça va être très fort. Je me souviens d'une personne qui s'était présentée comme ça, on faisait un atelier, voilà, une formation, comment est-ce que je présente mon métier. Et cette personne travaillait direction administrative et financière d'une entreprise. Et en fait, après, elle dit moi j'adore Excel, c'est vraiment mon logiciel préféré, j'adore faire des trucs dessus. Et en fait, c'est vraiment resté, parce que c'est assez rare qu'une personne commence par dire j'adore Excel, quoi. Même si on peut trouver que c'est un logiciel très pertinent, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est resté. Qui dit, moi, ce que j'aime faire, c'est partir d'Excel, et derrière, je vais rendre la donnée beaucoup plus lisible. Et derrière, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec la data vise. Et donc, vous voyez, cette formation, je pense qu'il y a 3 ans, je m'en souviens encore de cette personne. Donc, n'hésitez pas, justement, à travailler ce point de différenciation qui est le vôtre, quelque chose qui peut-être vous semble un petit peu bizarre, et qui, en fait, va faire qu'on se souvient de vous. Merci. Et c'est juste pour un peu... je ne sais pas si finir, mais... Et par rapport à ces mêmes sujets, et parfois on dit que les gens ils s'intéressent aussi, et si vous faites du sport, si vous avez des enfants, etc., etc., et est-ce qu'il vaut mieux avoir un réseau social ou des réseaux sociaux et dédiés à sa vie personnelle, au mélanger tous les deux, le business et pour attirer justement cette curiosité qui ont les autres par ce qui vous êtes et pas juste parce que vous faites ci ou ça. Oui. C'est une excellente question. Il n'y a pas de règle d'or pour ça, parce qu'il y a une confusion qui est fréquente entre communication personnelle et communication intime, privée. C'est pas la même chose. Vous pouvez très bien avoir une communication personnelle, donc vous mettez de vous, vous parlez de ce qui vous motive, vous parlez de votre manière de faire, vos méthodologies, etc., sans pour autant rentrer dans mes enfants, ce que j'ai fait le week-end dernier, ce que j'ai mangé ce matin, etc. Donc il faut bien avoir en tête que c'est 2 choses différentes. Ce n'est absolument pas interdit de mettre de l'intime et du privé dans votre communication personnelle. Mais ce n'est absolument pas une obligation non plus. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes raconter « il m'est arrivé ça, et puis là mon fils a fait ceci, cela ». Vous pouvez, si vous voulez, pour moi l'intérêt c'est vraiment de vous poser la question « est-ce que ça sert votre objectif ?» Si ça sert votre objectif, est-ce que ça renforce votre positionnement et que vous êtes à l'aise avec ? Très bien. Si ça ne sert absolument pas votre objectif et que vous dites juste « oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui partagent des trucs intimes, privés sur LinkedIn, du coup, il faut que je fasse pareil », non, absolument pas. Parce que ça ne va pas forcément servir votre propos. Donc, si vous êtes à l'aise avec, oui. Si ça sert votre propos, oui. Sinon, non. Évidemment, ça dépend un petit peu aussi de votre secteur. Si vous êtes... je sais pas, si vous vendez des services d'aide à la personne ou d'assistante maternelle et que vous parlez de vos enfants, bon, bah, c'est peut-être plus pertinent que si je reprends mon exemple de cybersécurité, bon, pas forcément. Après, ça, c'est à vous de jauger. En fait, quand vous vous présentez et que vous faites votre pitch perso, sur la dernière section, les actus, c'est un petit peu le « et encore », mais aussi. Et donc, c'est là où vous pouvez dire « et à côté, je fais de la poterie sur Instagram » ou « et par ailleurs, je suis papa de 2 enfants et à côté de ça, je m'apprête à préparer mon semi-marathon ». Voilà, ce sont des éléments qui vont faire qu'on en sait plus sur vous aussi en tant que personne et qui va permettre de créer du lien à titre individuel. C'est important. Pour autant, je ne recommande pas de commencer par ça. Parce que ce n'est pas sur la base de ça que vous allez avoir une interaction professionnelle. Encore une fois, est-ce que vous allez l'air sympa, est-ce que vous allez l'air compétente ? Si vous êtes que sur l'intime, le privé, etc., et qu'on a du mal à venir sur « ok, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» alors que c'est pour ça qu'on est là, bon, bah, vous allez certainement avoir l'air très sympathique, mais pas forcément très compétente. Et on ne veut pas ça non plus. Bonjour. Bonjour. Quel est pour vous le grand point fort de choisir un nom de marque, un nom corporate ou un nom avec son propre nom ? Tout dépend de l'ambition de votre activité, en fait. Si vous comptez vous développer, que vous savez d'ores et déjà que ça va être le cas, oui, c'est plutôt intéressant d'anticiper, d'avoir un nom de marque. Si vous savez que vous êtes indépendant, vous avez vocation à le rester et vous avez vocation à être une activité solo, très franchement, il n'y a absolument aucun intérêt à créer un nom de marque. Voire même, ça peut être contre-productif. Je vous donne des exemples que je vois assez fréquemment. C'est, voilà, quand comme je le disais, voilà, nous, on travaille régulièrement au cabinet, on embauche souvent des freelances pour travailler avec nous. Quand on rencontre des gens, qu'on est mis en relation, on arrive sur un site avec un logo, un truc hyper corporate, nous faisons ceci, cela.
au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est pas nous faisons quoi que ce soit, c'est une personne. C'est hyper décrédibilisant, en fait. Enfin, ne faites pas ça, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous savez que vous avez vocation à faire grandir l'activité, oui, très bien. Sinon, franchement, il n'y a pas forcément un intérêt parce que vous avez une valeur en tant que telle. Votre nom, aujourd'hui, il a une valeur en tant que tel. Vos relations professionnelles, elles vous reconnaissent de la valeur dans... je ne sais pas comment vous vous appelez. Votre prénom, c'est... Jérôme. Jérôme, ok. Jérôme, aujourd'hui, a de la valeur pour vos relations professionnelles. Si demain, vous créez une marque qui s'appelle Géranium ou Géronimo, ça n'a pas encore de valeur, en fait, pour votre réseau. Et donc, si derrière, il y a des personnes qui vont l'alimenter, s'il y a une méthodologie ultra spécifique que vous allez mettre en place, qui va se vendre, qui va devenir un produit, pourquoi pas? Parce que ce qu'on va acheter demain, c'est Géronimo et non plus Jérôme. Mais si ce que vous vendez, c'est vous, en fait, votre capacité à résoudre des problèmes chez vos clients, à faire, je ne sais pas, du conseil en management, du conseil en ceci, cela, ce qu'on va acheter, c'est Jérôme. Et donc, dans ce cas, c'est presque contre-productif de créer votre marque, au-delà du fait que ça va vous faire perdre du temps, du budget, de l'argent, etc. Donc vraiment capitaliser. En fait, c'est vraiment... il va falloir qu'on se retrouve au stand du No d'ici 5-10 minutes. Mais c'est vraiment, voilà, le titre de mon livre, c'est « La marque, c'est moi ». Parce que, en fait, c'est avant tout vous qu'on va chercher. C'est pas une marque qui est abstraite et derrière qui il n'y a personne, en fait. C'est vraiment vous qu'on va aller chercher. Quelques exceptions, encore une fois, dans des secteurs spécifiques, on pourrait rentrer dans le détail, mais d'une manière générale, vraiment, vous n'avez pas besoin de vous créer un nom de marque particulier, voire même ça risque de vous desservir plus tard. On va avoir le temps pour une dernière question. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai 2 petites questions. La première, c'est je me suis bien retrouvé dans votre exemple sur l'introversion et l'extraversion. Ouais. Moi, je présente un profil plutôt extraverti, orienté vers les autres. Et justement, comment réussir à cibler ses forces lorsqu'on est vraiment focus sur les autres et on oublie qui on est. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est en tant que consultant, parce que vous avez mis en avant une multitude de vitrines. Moi, dans mes documentations, j'ai plutôt vu les sites internet, les créations de sites, faire du marketing, etc. derrière. Donc aujourd'hui, que j'ai découvert qu'il y avait des plateformes spécialisées, etc., quel est justement comment choisir dans ce panel d'informations la bonne vitrine? Voilà. Ok. Alors, c'est une question assez substantielle. Je vais essayer de faire court. Première question, donc, si vous ne savez pas exactement quelles sont vos forces, il y a quelque chose d'assez simple que vous pouvez faire, c'est l'équation des compétences, ce que j'appelle l'équation des compétences. Donc, vous allez en fait lister tout ce que vous savez faire, tout ce sur quoi vous avez une expertise. Donc, vous prenez votre boulot actuel, vos missions actuelles, vos anciennes missions, vos anciens boulots, etc. Vous notez tout ce que vous savez faire, tout ce sur quoi vous avez une expertise. À côté, vous rajoutez du détail. Comme ça, vous pouvez en parler s'il y a besoin. Et à côté, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous dire, ça, maintenant, c'est une expertise, c'est une compétence que j'ai envie de mettre en avant. C'est une expertise, c'est une compétence que j'aime, qui me tient à cœur. Donc déjà, vous allez identifier, en fait, prendre le temps de noter tout ce que vous savez faire, c'est vraiment, je dirais, une première brique qui va vous aider, surtout quand vous avez du mal à être en lien avec vos forces. Je vous recommande plutôt de passer par ça plutôt que par les qualités. Parce que justement, quand on a un peu du mal à être en lien avec soi-même, si je vous demande de donner vos qualités, en général, ça va être plus compliqué. Alors que si vous passez par ça, en fait, vous vous basez sur le factuel. Et donc le factuel, ça va vous aider à sortir de votre tête la petite voix qui dit « Mais comment ça? Mais non, tu peux pas dire que t'es bon sur ça, tu peux pas dire que t'es bonne sur ça. Est-ce que vraiment c'est une qualité? Non, mais en fait, tout le monde sait le faire. » Donc vous sortez de cette partie-là et vous vous basez sur le factuel. Factuellement, dans vos précédentes missions, dans vos précédents postes, voilà ce que vous faisiez au quotidien, voilà ce que vous saviez faire, voilà ce sur quoi vous avez une expertise. Vous listez tout ça, et ensuite, une fois que vous avez ça sous les yeux, ça va être plus simple pour vous de vous dire « Ouais, ça c'est vraiment une compétence, c'est un point de force, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de continuer à communiquer, j'ai envie d'aller plus là-dessus. » Et vous pouvez confronter après. Vous avez déjà une base avec ce que les autres retiennent de vous. « Ah oui, t'étais super fort sur ça, tiens là, tu nous as vraiment apporté une énorme valeur ajoutée sur tel ou tel sujet, etc. » Donc vraiment essayer de commencer par cette partie factuelle, et au fur et à mesure, vous allez rajouter la dimension plus soft skills, qualité, etc. Mais partir du factuel, ça vous aidera. Deuxième question, quelle vitrine choisir pour les consultants? C'est quel type de conseil? Moi, je suis dans le conseil
de développement commercial auprès de sociétés d'agents de joueurs dans le football. Ok. C'est pas un secteur que je connais très très bien, mais c'est pas grave. En termes de vitrine, j'ai envie de vous dire, revenez aux fondamentaux. Donc, si vous avez déjà des clients, que ça marche super bien, qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer à l'étape supérieure, oui, la vitrine qui sera la bonne pour vous, c'est un site web. Si vous êtes au début d'activité, que vous n'avez pas encore suffisamment de clients, que vous êtes en train de tâtonner sur votre positionnement, ne perdez pas du temps à formaliser un site web. Ça prend du temps, ça coûte cher, vous allez vous prendre la tête sur tout le wording. Vous commencez par avoir un profil LinkedIn mis à jour et vous avez 2 slides de présentation. Une bio et un détail de voilà les services que je peux offrir, tout simplement. Donc ça dépend en fait du stade de développement auquel vous êtes. Je pense que nous allons être invités à quitter cette salle. Merci beaucoup pour votre participation et je vous retrouve au stand du NO.